En quelques mois, l'Europe a troqué l'aide contre la survie industrielle. À Bruxelles, le vocabulaire change vite, moins d'aide, plus de contrats, pour sécuriser minerais, énergie et chaînes de valeur indispensables à la transition verte européenne, dans l'urgence stratégique actuelle, et des intérêts assumés. Que signifie ce basculement pour Africains, avec Ibrahim Traoré au centre? Ce récit suit les faits, interroge les clauses, et observe comment les conditions redessinent pouvoir, industrie et souveraineté, sans slogan ni promesses faciles, mais avec des chiffres qui pèsent sur les décisions à venir. Ce récit promet une lecture sans slogan, centrée sur les mécanismes réels derrière le retour européen en Afrique. L'enjeu pour le public est clair, comprendre qui fixe désormais les conditions et comment ces choix pèsent sur l'industrie, l'emploi et la souveraineté économique, ici et maintenant. Le texte ne cherche ni à accuser, ni à célébrer, mais à suivre les faits cités dans le récit source, en distinguant partenariat et dépendance. Il s'agit d'observer comment un changement de vocabulaire diplomatique révèle un déplacement plus profond des rapports de force. L'Europe ne parle plus d'aide, parce qu'elle fait face à des chaînes d'approvisionnement fragilisées, à des coûts énergétiques instables et à une transition verte devenue vitale. L'Afrique, de son côté, ne se contente plus de recevoir. Elle négocie des clauses, des emplois locaux et des transferts de technologie. La promesse est donc simple. Éclairer les règles invisibles qui organisent cette négociation, montrer ce que chacun cherche à sécuriser, et laisser au public le soin d'évaluer si l'équilibre qui se dessine annonce une coopération mature ou une dépendance plus polissée. Pour commencer, voici une mini-révélation. L'Union européenne a engagé 150 milliards d'euros vers l'Afrique d'ici 2027, et 30 ans des exportations africaines se dirigent déjà vers l'Europe. Dans le même temps, l'Europe afficherait un déficit commercial de plus de 23 milliards d'euros avec le continent, un renversement qui structure tout le récit. Ces chiffres ne servent pas d'ornement. Ils expliquent pourquoi le ton a changé si vite. Après 2 chocs successifs, la pandémie puis le retour de la guerre en Europe, les chaînes d'approvisionnement se sont grippées, les prix de l'énergie ont bondi et certaines usines européennes ont ralenti lorsque le gaz a cessé de couler de l'Est. À partir de là, Bruxelles et plusieurs capitales ont cessé de croire que leur avenir industriel pouvait se décider uniquement à Berlin ou à Bruxelles. Le récit source place ce moment comme un déclencheur. L'Europe regarde vers le sud non par charité, mais par nécessité stratégique. Les métaux critiques, l'énergie solaire et les marchés africains deviennent la charpente invisible de la transition verte européenne. Dans ce cadre, les infrastructures proposées, rails, réseaux électriques, câbles numériques, sont décrites comme des co-entreprises plutôt que comme des dons. C'est aussi ici qu'apparaît Ibrahim Traoré, non comme un portrait biographique, mais comme un symptôme d'époque. Il est cité parmi d'autres dirigeants africains qui parlent moins d'aide et davantage de souveraineté industrielle. La négociation ne porte plus seulement sur des montants, mais sur des conditions précises. Propriété, emplois locaux et transfert de technologie. Le contexte devient alors lisible. Si l'Europe revient avec des contrats, c'est parce qu'elle ne contrôle plus seule les matières premières de l'économie verte. Et si certains pays africains durcissent le langage, c'est parce qu'ils savent que pour la première fois depuis longtemps, la dépendance est partagée et donc négociable. Le récit source introduit ensuite des personnages qui ne sont ni des symboles abstraits, ni des figures héroïques. Ce sont des négociateurs, des ministres techniques et des entrepreneurs, chargés de transformer une intention politique en clause concrète. Leur rôle est central, parce qu'ils traduisent un changement de discours en mécanisme vérifiable, là où se décident la propriété, l'emploi et le contrôle industriel. Un premier microcas sert de point d'appui. En Zambie et en Namibie, le texte décrit une tentative de rupture avec le cycle classique de l'exportation brute. L'objectif n'est plus seulement d'extraire le cuivre ou le lithium, mais de les transformer localement, grâce à des raffineries capables d'alimenter la chaîne des batteries. Les investisseurs peuvent être européens, mais la propriété s'est présentée comme devant rester africaine,
précisément pour empêcher que la valeur ne s'évapore hors du continent. Un second microcas déplace le regard vers la santé. Le Sénégal et le Rwanda apparaissent comme des bureaux, comme des laboratoires, d'une logique comparable dans le secteur pharmaceutique. Après des années d'importation massive de vaccins, la priorité devient une production régionale. Les capitaux européens sont mentionnés, mais l'accent est mis sur l'expertise locale, la certification et l'apprentissage industriel. Ici, l'impact précoce n'est pas seulement économique. Il touche la capacité à décider et à produire. Ces exemples ne sont pas présentés comme des succès définitifs. Ils sont décrits comme des signaux faibles, révélateurs d'une phase de transition où les mots changent avant que les structures ne se stabilisent. Partenariat, investissement, coentreprise deviennent des terrains de lutte sémantiques. Le message implicite est clair. Ces personnages guides ne cherchent pas la confrontation, mais la maîtrise. Et l'impact immédiat se résume en une idée simple, mesurable et politique à la fois. Sans contrôle des règles, il n'y a pas de souveraineté économique durable. Avant le basculement, le scénario semblait figé. Pendant des décennies, les relations entre l'Europe et l'Afrique suivaient un script presque immuable. Bruxelles parlait d'aide, de développement, de soutien. Les capitales africaines répondaient menties par des remerciements, parfois par des concessions, souvent par une dépendance silencieuse. Ce cadre n'était pas toujours contesté parce qu'il paraissait stable, presque naturel. Puis vient le premier choc. La pandémie fragilise les chaînes logistiques mondiales. Les délais s'allongent, les ports se saturent, les composants manquent. L'industrie européenne découvre brutalement sa vulnérabilité. Ce qui semblait lointain devient immédiat. Sans matières premières, sans énergie abordable, les usines ralentissent. La sécurité industrielle cesse d'être une abstraction. Le second choc accélère tout. Le retour de la guerre en Europe agit comme un révélateur. Le gaz cesse de couler de l'Est, les prix de l'énergie flambent et certaines usines allemandes réduisent leur activité. À ce moment précis, le récit source situe un tournant narratif. L'Europe comprend que son avenir ne peut plus être décidé uniquement à l'intérieur de ses frontières. La dépendance, longtemps externalisée, revient au centre du débat. C'est l'activation. Bruxelles et plusieurs capitales européennes modifient leur langage et leurs priorités. Les délégations se multiplient à Accra, Lusaka ou Kigali. Les discours parlent moins de solidarité et davantage de sécurisation. Sécuriser les minerais critiques, l'énergie et les chaînes de valeur indispensables à la transition verte. Le projet Global Gateway prend alors une autre couleur. Il n'est plus présenté comme un geste généreux, mais comme une stratégie de survie industrielle assumée. La montée en tension est rapide. Dans le récit, l'Europe met 150 milliards d'euros sur la table pour l'Afrique d'ici 2027. Ce montant impressionne, mais il ne sert pas à prouver la générosité. Il sert à signaler une urgence. Les infrastructures proposées, rails, réseaux électriques, câbles numériques, sont décrites comme des leviers, pas comme des cadeaux. Celui qui finance cherche aussi à sécuriser son avenir. La réponse africaine transforme la dynamique. Là où l'Europe parle d'investissement, plusieurs pays répondent par l'exemple ou par des conditions. La négociation change de nature. Elle ne porte plus seulement sur des montants, mais sur la propriété des actifs, l'emploi local et le transfert de technologies. Dans cette phase, des figures comme Ibrahim Traoré apparaissent dans le récit comme des marqueurs générationnels. Il ne s'agit pas d'un programme détaillé, mais d'un message. La souveraineté industrielle n'est plus négociable après coup. Le point culminant se joue dans le langage. Aidons devient négocions. Au soutien devient partenariat sous condition. L'Europe découvre que ces offres ne sont plus perçues comme une faveur, mais comme une assurance pour son propre futur. L'Afrique, de son côté, comprend que la dépendance est désormais partagée et donc discutable. Vient alors la réverbération. Les discussions s'étirent
les clauses plutôt se multiplient et chaque projet devient un champ de bataille discret. Derrière les annonces publiques, les débats portent sur l'arbitrage, la monnaie des contrats et la gouvernance. Le récit insiste sur ce moment. Ce ne sont plus les discours qui comptent, mais les détails techniques. La séquence se referme sur une évidence. Le rapport de force ne s'est pas inversé par la rhétorique, mais par la nécessité. L'Europe a besoin de l'Afrique pour stabiliser son industrie. L'Afrique utilise ce besoin pour redéfinir les règles. Et dans cet entre-deux, chaque contrat devient une ligne de front où se joue l'avenir industriel des deux continents. Pour poser un point de départ clair, voici d'abord le repère, puis l'écart. Avant les chocs récents, l'Europe considérait l'Afrique comme un partenaire périphérique. Aujourd'hui, 31% des exportations africaines sont déjà orientées vers le marché européen. Ce seul chiffre marque un déplacement mesurable, car il indique où se concentrent désormais les débouchés, mais aussi où se situe une capacité de pression potentielle. Le récit source ajoute une seconde donnée structurante. L'Europe ferait face à un déficit commercial de plus de 23 milliards d'euros avec l'Afrique. Cette inversion n'est pas présentée comme un accident statistique, mais comme un signal. Elle montre que l'Europe achète davantage qu'elle ne vend, ce qui fragilise l'ancienne posture du donneur et renforce la nécessité de sécuriser l'accès aux ressources et aux chaînes de valeur. Un troisième indicateur complète ce tableau. L'Union européenne annonce 150 milliards d'euros d'investissement vers l'Afrique d'ici 2027. Le texte insiste sur la fonction de ce montant. Il ne sert pas à démontrer une générosité retrouvée, mais à traduire une urgence stratégique. Lorsque l'énergie devient chère, lorsque les chaînes logistiques se rompent, l'investissement change de nature. Il devient une assurance industrielle. Pris ensemble, ces chiffres racontent une histoire cohérente. Le commerce n'est plus un slogan, il devient une preuve. Une part significative des exportations africaines se dirige vers l'Europe, tandis que l'Europe dépend de plus en plus de ressources africaines pour ses batteries, son solaire et son électrification. La dépendance n'est donc plus unilatérale, elle est croisée. Le récit source utilise ces données comme des pivots narratifs. Les 31% ne disent pas seulement qui vend à qui. Ils suggèrent où se concentre la capacité de négociation. Le déficit de 23 milliards n'est pas une condamnation morale, mais un indice de renversement psychologique. Quant aux 150 milliards, il cadre le débat. Celui qui met une telle somme cherche à stabiliser son avenir, pas à distribuer des faveurs. C'est ici que la lecture se complexifie. Certains économistes européens, cités indirectement, parlent de correction naturelle des échanges. Des voix africaines, au contraire, y voient une justice tardive, après des décennies d'extraction brute. Le texte ne tranche pas. Il montre comment un même chiffre peut soutenir deux récits opposés, selon la position occupée dans la chaîne de valeur. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît à nouveau comme un repère symbolique. Il n'est pas convoqué pour commenter les chiffres, mais pour incarner une lecture politique. Si les nombres traduisent une dépendance partagée, alors les règles doivent être renégociées avant que l'argent ne se transforme en contrainte. Les données deviennent ainsi des arguments, non des conclusions. Le récit insiste aussi sur ce que les chiffres ne distinguent pas directement. Ils ne montrent ni la gouvernance des projets, ni la localisation de la valeur ajoutée, ni les règles d'arbitrage. Or, ce sont précisément ces zones grises qui déterminent si l'investissement renforce l'autonomie ou reproduit une dépendance plus douce. La fonction de cette séquence quantitative est donc précise. Elle ne vise pas à impressionner, mais à ancrer le débat dans des faits mesurables. Les nombres posent un cadre. À l'intérieur de ce cadre, tout dépend des clauses, des normes et de la capacité des acteurs africains à transformer un levier commercial en pouvoir industriel durable. La première lecture, favorable, considère la reconfiguration actuelle comme une normalisation attendue. L'Europe apporte des capitaux, des machines, des réseaux bancaires et une expérience industrielle accumulée. L'Afrique apporte des ressources, une jeunesse nombreuse, des marchés dynamiques et un potentiel énergétique
considérable. Dans cette vision, parler de coentreprise, de raffinerie locale ou de production pharmaceutique régionale n'est pas une ruse, mais une maturation logique. Les exigences d'emplois locaux et de transfert de technologie deviennent alors des garde-fous légitimes, permettant à chacun d'obtenir ce qu'il cherche. La seconde lecture, plus critique, avertit que le langage neuf peut masquer une dépendance plus douce. Elle repose sur un principe simple. Celui qui finance et audite l'infrastructure conserve souvent le pouvoir réel. Si les projets sont libellés en euros, garantis par des institutions européennes et arbitrés loin du terrain, l'asymétrie peut revenir par la porte technique. Dans ce cadre, partenariat risque de devenir le nouveau vocabulaire d'une supervision élégante, moins visible mais durable. Le récit source ne rejette ni l'une ni l'autre de ces lectures. Il propose une réponse intermédiaire, fondée sur des mécanismes concrets. Les négociateurs africains connaissent l'histoire de la dette et de la dépendance. C'est pourquoi ils cherchent à verrouiller des protections, gouvernance partagée, droit de vote équilibré, réinvestissement local obligatoire et parfois clause de reprise de propriété à terme. Ces dispositifs ne garantissent pas l'égalité parfaite, mais ils modifient la dynamique en amont. Dans cette zone de tension, la question centrale n'est pas l'intention affichée, mais la solidité des règles. Le même investissement peut produire deux issues opposées, selon la manière dont sont écrites et appliquées les clauses. La coopération n'est donc ni un salut automatique, ni un piège assuré. Elle devient un test permanent de discipline contractuelle et de cohérence politique. Ce point médian du récit ne révèle pas un secret caché, mais une méthode qui change la partie. L'enjeu n'est plus d'annoncer des projets spectaculaires, mais de déplacer le centre de gravité des règles avant que l'argent ne produise ses effets. Le texte source insiste sur cette bascule discrète. La véritable négociation se déroule avant les inaugurations, dans la gouvernance, l'arbitrage et la répartition du pouvoir décisionnel. Jusqu'ici, l'Europe conservait souvent la main par des instruments techniques. Les normes, les audits, les garanties financières et les lieux d'arbitrage restaient largement européens. Ce cadre permettait de parler de partenariat tout en sécurisant un contrôle indirect. La révélation centrale est que ce modèle est désormais identifié et contesté, clause par clause, par plusieurs États africains. La riposte décrite n'est ni idéologique ni spectaculaire. Elle est procédurale. Réécrire la gouvernance des projets, exiger des droits de vote équilibrés, lier l'investissement à des obligations de réinvestissement local, prévoir des mécanismes de reprise de propriété. Ces éléments paraissent techniques, presque ennuyeux, mais ils décident de tout lorsque la conjoncture se retourne. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme une balise générationnelle parmi d'autres. Il ne promet pas un futur abstrait, il symbolise une exigence. Le respect ne se demande plus, il s'écrit dans le contrat. Le changement n'est donc pas seulement politique, il est juridique, industriel et mesurable. La révélation médiane est simple, mais lourde de conséquences. Si les règles changent avant les flux financiers, alors l'investissement peut devenir un levier d'autonomie. Si elles restent inchangées, la dépendance revient, simplement mieux habillée. Pour les États, la conséquence la plus immédiate est un déplacement du pouvoir vers le texte contractuel. Les gouvernements qui négocient des corridors logistiques, des réseaux électriques ou des projets liés à l'énergie solaire savent désormais que l'infrastructure peut devenir une règle durable. Lorsque les contrats se sont libellés en euros, que les prêts sont garantis par des institutions extérieures et que l'arbitrage se tient loin du terrain, la souveraineté se joue dans des détails techniques. En réponse, le récit décrit des tentatives de verrouillage, gouvernance partagée, droit soit de vote équilibré et obligation de réinvestissement local afin que la coopération ne redevienne pas une dépendance polie. Pour les entreprises, l'impact se mesure dans la chaîne de valeur. Les industriels africains cherchent à transformer sur place pour capter la marge et stabiliser l'emploi. Les groupes européens, eux, veulent sécuriser l'accès aux intrants indispensables aux batteries, au solaire et à l'électrification.
Le texte met en évidence une tension simple. Celui qui transforme contrôle la valeur. Celui qui expédie brut subit l'urgence. Dans ce contexte, des exigences de transfert de technologie et de coproduction deviennent des conditions d'accès au marché, et non des concessions symboliques. Pour les populations, les effets se sont plus discrets, mais décisifs. Le récit évoque l'obligation d'employer une main-d'œuvre majoritairement locale sur certains sites, afin que l'investissement ne se limite pas à des chantiers importés. Il rappelle aussi une donnée structurante. L'Afrique concentrerait environ 60% du meilleur potentiel solaire mondial, tout en ayant longtemps reçu une part marginale des investissements dans les énergies propres. Lorsque les projets se traduisent par un accès plus stable à l'énergie, par des prix plus prévisibles ou par des emplois qualifiés, la transition cesse d'être un discours lointain et devient une réalité quotidienne. Pour la région dans son ensemble, l'enjeu dépasse chaque pays pris isolément. Le texte met en avant l'AFCFTA comme une ossature potentielle, capable de transformer une addition de marché en un levier collectif. Un marché de plus d'1 milliard de consommateurs change la négociation. Il rend l'industrialisation plus rentable et réduit la dépendance à un partenaire unique. Cette intégration renforce aussi le poids géopolitique du continent face à des acteurs extérieurs aux stratégies concurrentes. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît comme un marqueur symbolique parmi d'autres. Il ne résume pas ces dynamiques, mais il incarne une posture. La valeur ne se cède plus sans contrepartie industrielle, de propriété et de technologie. Le récit montre ainsi que les conséquences ne sont ni abstraites ni futures. Elles se jouent maintenant dans les règles écrites et dans leur application. L'effet cumulatif est clair. Chaque contrat peut renforcer l'autonomie ou prolonger une dépendance plus élégante. La différence ne tient pas au montant annoncé, mais à la capacité de transformer des besoins partagés en équité durable, mesurable pour les États, les entreprises, les citoyens et la région. Imaginons d'abord un scénario de base, une interdépendance organisée. Les projets avancent, les délégations se multiplient et le vocabulaire du partenariat continue de dominer. Si les États africains parviennent à imposer des mécanismes de gouvernance partagés, des obligations d'emploi locaux et des clauses de transfert de technologie, alors l'investissement européen peut accélérer l'industrialisation à la source. Dans cette hypothèse, l'Europe sécurise ses approvisionnements critiques, tandis que l'Afrique capte une part croissante de la valeur. Si, en revanche, ces clauses restent floues ou inégalement appliquées, le résultat ressemble davantage à une modernisation supervisée. Imaginons ensuite un scénario plus favorable, un verrouillage de la valeur ajoutée. Il repose sur la consolidation rapide des raffineries, des zones industrielles et des capacités pharmaceutiques régionales citées dans le récit. Si ces projets franchissent les premières étapes opérationnelles, alors les pays pilotes peuvent donc devenir des références. L'industrialisation locale cesse d'être une promesse et devient une pratique. Dans ce cas, l'intégration commerciale continentale renforce la négociation collective et l'Europe obtient une stabilité d'approvisionnement en échange d'un partage plus équilibré de la décision et des compétences. Enfin, imaginons un scénario plus fragile, le retour d'une dépendance douce. Si les financements se transforment en cycles de crédit rigides, si les audits et les arbitrages restent concentrés hors du terrain, alors l'infrastructure devient un canal d'influence durable. La coopération nourrit des tensions politiques et sociales, car les bénéfices visibles ne compensent pas la perte de contrôle. Dans ce cadre, la compétition entre puissances extérieures peut fragmenter le levier africain, affaiblissant la capacité à fixer des conditions communes. Ces trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des issues conditionnelles. Une recommandation de méthode s'impose. Traiter chaque contrat comme une constitution miniature. Si l'on sait qui décide, qui arbitre et où la valeur est transformée, alors le scénario favorable devient crédible. Sinon, la rhétorique du partenariat risque de masquer un déséquilibre persistant. Pour un premier groupe, celui des personnes qui
qui dépend d'un emploi industriel ou d'une économie locale, l'enjeu est concret. L'investissement n'a de sens que s'il laisse derrière lui des compétences, des salaires et des trajectoires professionnelles durables. Lorsque des accords exigent l'embauche locale, la formation technique et la montée en qualification, ils peuvent créer un effet d'entraînement réel. À l'inverse, si les projets restent des chantiers clés en main, la promesse se réduit à des infrastructures visibles sans ascenseur social. Pour un deuxième groupe, celui des entrepreneurs et des petites entreprises, l'impact passe par l'accès. Accès à l'énergie, au réseau logistique, aux normes de certification et au marché. Une route, un réseau électrique ou un câble numérique peuvent ouvrir des opportunités, mais seulement si les règles ne verrouillent pas l'entrée. Le récit insiste sur un point souvent négligé. La monnaie des contrats, les standards techniques et l'arbitrage peuvent décider si une entreprise locale monte dans la chaîne de valeur ou reste cantonnée à la sous-traitance. Pour un troisième groupe, celui des citoyens qui suivent l'actualité et participent au débat public, l'enjeu est la cohérence politique. Il ne s'agit pas de remplacer une hiérarchie par une autre, ni de confondre levier économique et responsabilité démocratique. Le texte rappelle que la fragmentation du pouvoir, l'opacité et la corruption peuvent dissoudre les gains obtenus à la table des négociations. La souveraineté industrielle n'est crédible que si elle s'accompagne de discipline institutionnelle et de transparence. 2 gestes simples sont proposés. Au public, d'abord, demandez systématiquement, pour chaque partenariat annoncé, qui possède l'actif, qui arbitre les litiges et où la valeur est transformée. Ensuite, comparez les promesses aux clauses effectives. Emplois locaux, transfert de technologie, réinvestissement et gouvernance. Ce n'est ni du cynisme, ni de l'hostilité. C'est la manière la plus calme d'exiger que la coopération produise des effets réels et mesurables. La première étape est simple. Établir une grille commune de négociation avant toute annonce publique. Dans les 30 premiers jours, les gouvernements hôtes, leurs équipes techniques et les parties prenantes industrielles fixent des points non négociables. Gouvernance partagée, obligation d'emplois locaux, transfert de technologie et mécanismes de réinvestissement. La mesure de suivi est explicite. Chaque protocole doit préciser qui décide, qui contrôle et comment la valeur est répartie. Ensuite, contractualiser la transformation locale par palier. Entre le 2e et le 6e mois, les ministères de l'Industrie et les partenaires privés définissent un calendrier de montée en gamme. Exportation brute, pré-traitement, raffinage, puis composants. L'indicateur n'est pas un slogan, c'est une étape atteinte, vérifiée par des audits publics des capacités installées et de leur utilisation réelle. Puis, sécuriser la compétence, pas seulement le capital. Dès le lancement des chantiers et sur 12 mois glissants, un programme de formation certifié est mis en place, avec obligations mesurables. Les métriques sont simples. Nombre de techniciens formés, taux de postes qualifiés occupés localement et transfert documenté de procédés de maintenance et d'exploitation. Après cela, verrouiller la gouvernance des litiges et des actifs avant la mise en service. Les parties définissent des règles d'arbitrage équilibrées, des droits de vote clairs et, lorsque cela est prévu, des clauses de reprise de propriété à terme. Les preuves attendues sont concrètes. Transparence des garanties, existence de clauses de sortie et calendrier de passage de relais opérationnel. Enfin, inscrire la légitimité politique dans la transparence. Les clauses publiées doivent être vérifiables et l'exécution doit être traçable. Dans cette logique, Ibrahim Traoré est évoqué comme un symbole d'exigence. Le respect s'écrit dans le contrat, mais il se prouve dans les actes. Le métrique final reste public. Conformité des projets aux engagements et traçabilité des bénéfices vers les communautés, les filières locales et les capacités industrielles. Le récit revient aux images concrètes qui jalonnent cette trajectoire. Une raffinerie qui cesse d'être une promesse et devient un outil, un atelier pharmaceutique qui n'attend plus des cargaisons lointaines pour produire. Un réseau électrique
ou un câble numérique qui relie sans capturer. Dans ces scènes, la politique paraît d'abord abstraite, puis soudain intime, parce qu'une clause devient un salaire, un transfert de savoir devient une carrière, et une règle d'arbitrage devient un futur accepté ou contesté. La Zambie et la Namibie, évoquées comme terrain d'essai, symbolisent cette bascule entre extraction et transformation. Le Sénégal et le Rwanda rappellent que la souveraineté industrielle n'est pas une posture morale, mais une capacité qui se construit lentement à force de décisions répétées et vérifiables. Rien n'est automatique. Tout dépend de la constance dans l'exécution. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré apparaît comme un rappel plutôt que comme une conclusion. Il incarne une génération qui exige le respect dans les contrats, mais dont la crédibilité se mesurera à la discipline des actes. Le changement d'époque ne se fait ni par le bruit, ni par les slogans. Il se fait par la répétition patiente de règles tenues. Une phrase résume cette tension, simple et durable. Le pouvoir se lie d'abord dans les contrats, puis dans la vie. La scène finale n'est pas celle d'un affrontement, mais d'une table de négociation. Des délégations se font face, des signatures attendent, et les silences comptent autant que les discours. L'Europe tend la main parce qu'elle avait besoin d'énergie, de minerais, de marchés et de stabilité industrielle. L'Afrique accepte de discuter parce qu'elle cherche la technologie, des prix équitables et un partenariat qui respecte sa capacité à décider. Entre les deux, il n'y a pas seulement un échange d'intérêts, mais un test de maturité collective. Si cette période doit ouvrir une ère d'interdépendance durable, la question utile n'est pas de savoir qui gagne aujourd'hui. Elle est celle de comprendre qui fixe les règles lorsque la conjoncture se retourne, lorsque l'infrastructure devient une colonne vertébrale, qui la possède, qui la répare et qui décide de sa direction future.